Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de Roue Libre, le podcast où on vous parle de voyage en véhicule de loisirs, mais pas que, parce qu'aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Sam. Bonjour Marc. Bonjour Sam, tu vas nous parler toi de toutes tes expériences de voyage plutôt en habitat léger, en voyage alternatif. Tu vas nous en parler plus dans cette émission. Alors déjà, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire justement quel type toi d'habitat tu as testé? Oui. Alors moi j'ai testé 3 ans en tiny house. Ok. Après j'ai enchaîné avec une petite année en camping-car. Mhm. Et aujourd'hui je suis sur un format Minus, je suis en berlingot. Ok, donc tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout ça, comment tu fais tes choix. Peut-être pour commencer, tu as parlé de tiny house. Alors c'est vrai que c'est un concept qu'on n'a jamais abordé pendant l'émission. Tu peux peut-être décrire ce que c'est qu'une Oui, tiny house. une tiny house c'est une maison en bois en fait dont la fondation c'est un châssis de remorque. Donc en fait D'accord. c'est une maison que tu peux tracter sur la route. Il faut juste pas qu'elle dépasse 2,50 m de large et 3,5 tonnes de poids. Et tu la tractes avec un permis BE, ce que moi j'ai pas, mais on fait appel à un transporteur quand c'est comme ça. Et il suffit de l'atteler sur le véhicule adapté et tu peux l'emmener si tu déménages ou si tu veux voyager avec. Moi, c'était un format plus pour déménager. Et, Mhm. et voilà, c'est une maison qui n'a pas de fondation, en fait, que tu peux trimballer un petit peu quand tu veux changer de région ou que tu as envie d'avoir un habitat un peu plus sobre. D'accord, ça veut dire pendant tes années où tu as vécu dans cette tiny house, tu as vraiment pu bouger. Ça se fait assez facilement finalement. Oui, en fait, je l'ai déménagée 2 fois quand j'étais dedans. Elle est partie, elle a été construite en Vendée. Elle a été acheminée dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Après 9 mois sur place, elle est remontée en gardiennage dans un camping familial qu'on connaissait à Saint-Jean-de-Mont. Et ensuite, elle a atterri au nord d'Angers, à Chambelay, pendant 2 ans. Ok. Donc elle a pas mal... Elle a pas mal voyagé, puis ouais. toi avec, du coup, Et moi, je l'ai suivie à tu chaque fois, suis à ouais. chaque fois et voilà, et tu peux bouger avec. C'est vrai que on n'a jamais parlé de ça, en Mm. tout cas dans notre émission. Je pense que les gens découvrent ça. Peut-être, ouais. Ce C'est serait... une maison que tu avais construite ou ça s'achète tout fait, on va dire? Comme les vannes, tu peux Mm, faire une autoconstruction, tu peux mm. passer par un constructeur. Moi, comme ça allait être mon habitat vraiment du quotidien, j'ai pas pris le risque de la faire construire, j'avais pas les compétences. Donc, je suis passée par un constructeur qui était basé en Vendée, qui est super. Et ils me l'ont construite en 3 mois. Et hop, après, ils me l'ont livrée dans le sud de la D'accord, France. Nickel. top. Et ça se raccorde, j'imagine, après aux électricités. C'est pas totalement autonome, donc Ça peut faut. être autonome. Tu Ok, peux mettre une cuve à l'intérieur, tu peux mettre des panneaux solaires. Nous, sur le terrain où elle était implantée, elle était autonome en électricité parce que j'avais une batterie avec 6 panneaux solaires à l'extérieur. Et j'avais pas installé de cuve parce que je savais qu'à chaque fois, les terrains que j'allais choisir, je serais en raccordé en eau. Donc, j'ai pas voulu perdre de place. Et du coup, à chaque fois, je me raccordais en eau sur les terrains où j'étais implantée. ok. Donc après cette expérience en tiny house, tu as dit tu as vécu 1 an en c'est quoi? Camping-car, Ouais, c'était van? un Heimer mobile. C'était OK. un gros, un peu profilé, là, ceux Mmh. qui font un peu bus. Et à la base, c'était un projet donc avec mon ex-conjoint qui ne voulait plus spécialement voilà, vivre dans la tiny, qui voulait un petit peu changer de projet. Donc, je l'ai revendue. J'étais pas spécialement contente de la revendre parce que c'est une maison à laquelle je tenais Tu s'y beaucoup. attaches? Bah ouais, beaucoup. Et donc, le projet, c'était de faire un tour de France du coup dans ce camping-car. Et puis moi, d'aller à la rencontre des écoles un peu qui pratiquent la pédagogie en nature parce que c'est un peu mon secteur, l'éducation. Et je voulais faire un documentaire. Je me suis dit, quitte à partir en voyage, autant allier les deux. Et donc, on a trouvé le véhicule, on l'a un petit peu réaménagé à l'intérieur pour qu'il nous corresponde. Et au moment de partir sur la route, on est parti 1 mois et demi. Et puis, finalement, le voyage il s'est vite arrêté. J'ai été droppée de nouveau dans le sud de la France et je me suis séparée. Donc, en fait, j'avais plus rien. J'étais à poil. Donc, il n'y avait plus de projet, plus de maison, plus de Mmh mh. camping-car, rien du tout. D'accord, donc après rebondir, tu t'es dit: «Tiens, Rebondir, je vais tester exactement. un autre, type d'habitat ou type de Ouais. voyage». Et beh, sauf que j'avais pas mon permis à ce Mmh. moment-là. Donc, c'était un petit peu ma seule motivation, c'était ça, c'était de me dire: «OK, je repars un peu à zéro là, mais je vais pas pouvoir rester immobile, ça va Mmh pas mh. être possible». Donc j'ai passé mon permis, donc j'ai eu mon permis à 30 ans, sur le tard, mais je l'ai eu et du premier coup. Et puis après, finalement, j'avais plus de budget. Donc en fait, les véhicules et les fourgons, c'était trop cher. Je Mmh. pouvais pas partir sur un ancien camping-car, même si financièrement, ils étaient plus accessibles financièrement. Mais moi, j'avais passé mon permis en boîte automatique, donc je trouvais pas de modèle OK, ouais, en ouais. boîte manuelle. Mmh mh. Donc le champ des possibles commençait vraiment à se restreindre et je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je vais partir sur un petit véhicule, il y a sûrement moyen de faire quelque chose» et je suis tombée sur, le berlingot. Et j'ai dit:
toi, tu vas devenir quelque C'est ce qu'il me chose. faut. Tu vas pouvoir te transformer, c'est sûr. Donc, j'ai pris juste la version un peu plus longue parce Mhm. qu'ils ont deux formats. Ils ont la version classique et un tout petit bout plus long. Rallonger un petit peu. Voilà. Et c'était ce petit bout qui permettait de mettre une place dans la Mhm. longueur. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai été le chercher à Grenoble et puis bah, ça fait très, très bien l'affaire. Donc ça, c'est un véhicule que tu as trouvé, que tu as acheté pas aménagé. Du coup, il était nu quand tu l'as acheté ou Ouais. c'était déjà... Bah ouais, parce que c'était une réforme de la Poste. Mhm. Donc, en fait, c'était un utilitaire. À l'arrière, il n'y avait rien du tout. Donc, il a fallu tout refaire à l'intérieur. Ça va relativement vite, hein, vu la surface. Il n'y a pas C'est grand-chose pas à un aménager. chantier de 6 mois. Ça va. Donc, il a juste de l'isolant, un plancher, et puis après, juste les petits meubles en contreplaqué ou en sapin. Et voilà, c'était bouquet, quoi. Ok. Ça a été rapide. Et c'est toi qui as fait l'aménagement ou tu as fait avec voilà, plusieurs personnes que tu t'es fait Alors, aider? j'ai réfléchi au plan. Après, mon ex-conjoint m'a beaucoup aidé sur la partie construction parce qu'on s'entendait bien, c'est l'avantage, et qu'il était doué dans le bois. Donc, il m'a aidé sur la toute grosse première partie, justement, parce que sinon, moi, mes mesures, elles n'auraient pas été justes. Donc, il m'a pas mal aidé là-dessus. Et moi, j'ai fait toutes les finitions après derrière. Donc, on a Ok. fait ça sur la période où il était présent. Donc, je sais pas, en 2 mois et demi, quoi. Ok, donc ça a été assez rapide, quoi. Petit Oui, espace, donc petit finalement espace, rapidité assez de rapide à construction. aménager. C'est ça. Aujourd'hui, du coup, c'est le véhicule avec lequel tu voyages principalement. C'est ça. Comment tu décides? Tu pars souvent avec? Alors, je suis beaucoup partie avec. Là, c'est vrai que l'année dernière, je suis restée un peu plus en mode sédentaire sur le sud de la France Mhm. parce que je développe aussi d'autres projets en parallèle. Je suis aussi C'est- implantée sur ma commune, donc en fait, il y a eu des choses que Mhm. j'avais envie de développer, donc je suis restée assez sédentaire, mais en fait, dès que j'ai l'occasion de partir, je le fais. Donc c'est là, ça reprend là d'ailleurs, et je vais partir de la commune où je suis pour partir 6 mois ailleurs. Donc en fait, dès que je peux, en fait, je pars, Tu mais bouges. j'aime bien développer des projets sur le territoire où je suis implantée. Ça, c'est important aussi pour moi d'avoir un point d'ancrage quelque Mhm. part et de développer des choses là-bas. D'accord, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant Mm. quand on parle avec des gens qui voyagent presque à temps plein ou en tout cas Oui, par des grandes périodes, c'est de savoir finalement comment on peut allier une vie professionnelle, et le voyage, que c'est vrai que c'est des choses, aujourd'hui on voit qui peuvent aussi bloquer beaucoup de personnes qui se disent Mm. bah moi j'aimerais bien aussi, Oui, c'est ça. j'aimerais bien voyager, mais il y a un moment il faut sauter le pas ou il faut trouver des idées. Et donc toi, Ouais. voilà, comment tu arrives à allier cette vie professionnelle et le voyage donc. Alors sur la commune où je vivais, j'ai travaillé dans... moi, je viens du milieu de l'éducation, donc j'ai fait des crèches, mais j'ai travaillé aussi en école. Donc en école, on a quand même aussi les vacances scolaires. Ouais. Donc forcément, comme ça revenait régulièrement, à chaque vacances scolaires, déjà, je partais. Donc ça me permettait déjà de partir. Et quand j'ai arrêté l'école, du coup, j'ai passé plusieurs mois, en fait, où j'ai volontairement pas travaillé pour développer la partie associative. Donc je me suis focus là-dessus pendant 1 an et demi et j'ai développé de l'événementiel sur la transition écologique et sociale sur mon territoire. Et puis après, il faut retravailler. Donc après, je prends des missions. J'ai développé, moi, mon entreprise à côté, mais ça, on en parlera plus tard. Et après, ce qui marche bien aussi, moi, c'est le côté saisonnier. Parce Mhm. que du coup, en fait, d'avoir un travail fixe sur mon territoire, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que du coup, je ne vois pas de nouveautés. Par contre, d'aller chercher un travail et de me dire, je vais passer 3-4 mois là-bas et puis je vais pouvoir explorer le territoire à fond, c'est ma façon aussi de voyager, Mhm. c'est en travaillant à un Ouais. endroit et vraiment en Bah, explorant et en ratissant la zone au max. c'est pas que du loisir, hein, Voilà, c'est ça. Et puis moi, je préfère, en fait, parce que pour moi, découvrir un territoire, c'est pas juste, hop, je m'arrête une nuit ou deux, je visite 2 trucs et je repars. J'aime bien vraiment aller en profondeur et comprendre comment ça fonctionne vraiment. Donc, je préfère, à la rigueur, aller trouver un petit travail, me poser là-bas, rester quelques temps et hop, après, je repars. Top. C'est vrai que là, c'est la philosophie de toi. En tout cas, c'est pas voyager que pour le loisir, c'est vraiment un projet de vie total et réussir à tout allier. Oui, Tu parlais du coup de ton entreprise, je crois que tu es home organizer aussi, oui, c'est ça? ouais. Est-ce Ça, que... je l'ai développé il y a cette année, en Mhm. fait. C'est un projet qui est venu parce que entre l'expérience de vie en tiny house et le fait d'avoir des véhicules de plus en plus petits, je sais Mhm. pas, je pense qu'il n'y a pas d'étape en dessous le Plus berlingot. petit Je que le pense berlingot, qu'on pourrait on peut trouver, toujours trouver. Hein. mais voilà, ça commence vraiment à être restreint. Et du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de questions sur comment on fait pour vivre avec aussi peu, comment on fait pour voilà, se libérer un peu des objets au quotidien. Et au départ, j'avais créé cette entreprise de rangement et de désencombrement. C'est ce que je te disais, en pensant que ce serait axé vraiment pour des personnes qui passent d'un habitat classique à un habitat alternatif ou à un mode de vie nomade et qui veulent vraiment faire un gros tri de fond et les aider là-dessus.
Et en fait, j'ai des demandes, mais pour des gens en fait, qui ont des habitations traditionnelles et qui veulent juste avoir un espace de vie qui respire un peu plus et se détacher un peu de tout ce qui les encombre et qui ne leur sert plus aujourd'hui. Et ça permet de remettre de la conscience sur ce qu'on possède aussi. Et moi, dans cette démarche un petit peu d'écologie, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc voilà, je fais ça. Il y a des demandes pour des box, parce que les box, c'est là où les gens jettent tout dedans, mais en fait, après, ils regardent plus, ils savent plus ce qu'il y a dedans. Donc je les aide aussi là-dessus. Mais à la base, voilà, c'était quand même dans une démarche d'accompagner les gens qui vont être dans une transition. Sur du petit habitat, Voilà. ouais. Est-ce que tu as des Parce conseils? que c'est pas si simple, hein. Non. Des fois, on se rend pas compte, mais de passer d'un habitat traditionnel à 5 mètres carrés, enfin, comment on fait? Faut faire le tri. Faut faire du tri. Et des fois, c'est pas évident pour les gens. Savoir quoi garder, qu'est-ce qui va vraiment être utile, qu'est-ce qui est superflu, enfin, il y a la partie sentimentale dans les objets aussi. Donc, ouais, moi, c'était une partie que j'avais vraiment envie de développer sur ce public-là. Ok, et du coup, sur cette partie justement, plus sur le véhicule de loisir, est-ce que toi, voilà, tu as quelques petits trucs comme ça, on va dire, que tu donnes toujours aux personnes qui sont dans ce choix à faire quand ils aménagent un véhicule ou quand ils vont partir avec un véhicule, comme tu dis, faire 5 mètres carrés. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on garde? Comment on fait? Comment on fait? Après, c'est plus un conseil que je donne même aux gens dans des maisons. Je leur dis, écoute, si tu as un doute sur un objet, parce que des fois, on doute un petit peu, je sais pas. Tu mets tout dans un carton, tu le mets dans ton entrée ou dans ton placard, et si dans les 3 mois qui ont suivi, tu l'as pas sorti, c'est qu'il t'a pas manqué, c'est qu'il t'a pas servi. Donc, en fait, tu peux l'oublier. Tu le mets dans un box, Voilà. et puis après... Non, il passe même pas par les tab box en général. C'est vraiment, tu peux le donner, tu peux le recycler, mais ça sert à rien, quoi. Il y a plein de choses, en fait, où c'est vraiment... je pense la société de consommation qui nous a dit on a vraiment besoin de cet objet-là, comme quand ils ont décuplé la panoplie de couteaux, un couteau à beurre, un couteau à pain, un couteau four, enfin voilà, au bout d'un moment, tu as besoin de très très peu de choses en van. Allons à l'essentiel, quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent que de toute façon, la van life au global, c'est vraiment très écologique parce qu'on apprend à faire peu avec peu, mais avec peu d'eau, peu d'électricité, peu d'objets, évidemment. Voilà, on est obligé de faire des choix, de faire du tri. Oui. Donc, voilà, c'est un mode de vie, de toute façon, qui est proche de la nature et parce qu'aussi, on n'a pas le choix. Mais c'est ça, parce que souvent, on a cette réflexion de c'est pas écologique parce que tu es dans un véhicule. Mais en fait, c'est un véhicule qui ne va pas forcément faire tous les jours le trajet pour aller au travail déjà. On ne va pas se taper 30 km pour aller au travail matin et soir. On a, comme tu dis, très peu d'eau. Donc, en général, on ne fait pas des soirées mousse, quoi. On n'a pas l'occasion. C'est vrai qu'on apprend à être assez économe. Non, mais ça, on en est tout, hyper économe, en fait. Et moi, je n'ai jamais aussi peu consommé que soit en étant en tiny house ou en étant en van que dans un appartement. Donc... pour moi, le choix, il a été aussi fait d'une manière un peu sur l'aspect écologique, de manière générale. Ouais. Mais ça, c'est un sujet, c'est vrai, très, très important, parce que voilà, je pense que tous les professionnels, on en est convaincus, on le sait. Oui. Il peut y avoir cette image, c'est un véhicule, effectivement, mais comme tu dis, quand on voit le nombre de kilomètres parcourus, ça reste pas énorme, à côté de tout, ce qu'on économise à côté sur l'eau, l'électricité, mais aussi les objets. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais ça fait aussi partie. On ne peut pas aller acheter tout et n'importe quoi, parce qu'on n'aura pas la place de le mettre. C'est ce que je dis, un objet qui rentre, un objet qui sort. De toute façon, il n'y a pas de... C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est ma philosophie, si tu en achètes un, il y en a un qui doit s'en aller, mais oui, tu peux pas stocker, quoi. Y a pas... Et puis, de toute façon, je pense que même une fois que tu es habitué à vivre en van ou avec peu de choses, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne te manquent pas, déjà. Et tu n'as pas envie forcément de racheter pour juste racheter, quoi. Il n'y a plus vraiment de sens. Moi, je ne vais même plus dans les magasins pour dire, donc, à part pour faire mes courses, mais et encore, si je peux trouver des petites épiceries, ça m'arrange, parce que les grandes surfaces, ça me gonfle un peu. Mais oui, c'est vrai que l'aspect magasin ou quoi, ça a complètement sauté de mon quotidien, quoi. Ça ne rentre pas dans le berlingot après. Donc ça... non, dans le berlingot, de toute façon, on va vraiment à l'essentiel. C'est pour ça que même là, je le fais parce que je suis semi-nomade, je suis vraiment entre les deux. Si j'étais nomade à l'année, alors moi, toute seule, je pourrais être dans le berlingot, mais vu que j'ai un chien, c'est un peu limite avec le chien. J'ai pas un petit chien en plus, c'est pas comme si j'avais un format de poche aussi, comme le berlingot. Lui, pour le coup, il fait 30 kilos. Les escapades avec lui, c'est une autre gestion aussi. Donc, à l'année, je conseille quand même un véhicule un peu plus grand. C'est vrai. L'avantage, c'est qu'il y a toujours le véhicule qui est adapté en fonction de son mode de vie, de son mode de voyage. On a reçu des gens qui avaient des véhicules plus grands, parce qu'ils voyageaient à plusieurs ou aussi avec des animaux. Donc, il faut vraiment aussi, dans son projet, c'est toujours important de savoir avec qui on part, comment on part. Ouais.
Sur la partie voyage, du coup, est-ce que toi, comme ça, tu as des destinations, des choses qui t'ont marqué déjà, tu es peut-être plutôt parti en Mm. France ou tu as aussi eu l'occasion de partir à l'étranger en véhicule de loisirs? Alors j'ai fait essentiellement la France, Mhm. parce qu'on a beaucoup de coins qui sont quand même assez C'est- fous. Mhm. Et dans le sud de la France, en plus, on a vraiment des coins vraiment qui sont chouettes. J'aime beaucoup la Bretagne aussi, hein, pour les paysages. C'est vrai que je m'amuse beaucoup en Bretagne. Et après, en fait, toute la partie côte atlantique, j'aime beaucoup. Toute cette partie-là, déjà, je trouve que c'est facile pour se trouver des endroits. Ça Ouais. dépend de la saison, mais Mm. de manière générale, dès qu'on se retire un peu du bord de mer, on a quand même pas mal de spots. Mais moi, ce que j'aime faire aussi quand je suis en vadrouille, c'est que généralement, j'essaie d'allier l'utile à l'agréable et je vais rencontrer des lieux. En fait, j'aime bien aller à la rencontre d'écolieux en général aussi. Ouais. Donc, de faire ou sur des festivals. Mais en tout cas, j'essaie d'aller voir un petit peu les lieux un peu alternatifs qui existent sur le territoire. Comme ça, après, moi, je me les cartographie dans ma tête. Mhm. Et en fait, je prends toutes les bonnes idées que je peux trouver pour essayer de les ramener sur mon territoire à moi, vu que je suis quand même assez active là où je vis, pour justement faire avancer un peu le statut de l'habitat réversible, qui n'est pas forcément un statut qui est quand même bien toléré, on va dire, dans les Mhm. communes à la base. Hein, tout ce qui est tiny house, yurt, voilà, c'est Ouais. pas hyper évident de s'implanter. Mhm. Donc voilà, moi j'essaie de faire aussi avancer le schmilblick Mhm. en allant m'inspirer de tout ce qui se fait ailleurs et de le ramener en fait chez moi. Tu parlais stationnement en disant que voilà, on peut trouver toujours des choses. Est-ce que toi, tu as t'as des trucs, comment tu fonctionnes sur cette partie stationnement? Plutôt sauvage, plutôt désert, des campings Je fais plutôt du sauvage, moi. C'est Mhm. vrai que après, il y a plein d'applications en plus qu'on peut utiliser pour les Mhm. trouver. Alors des fois, quand je cherche sur une application, en général, je cherche la zone. Et après, si je peux moi aller farfouiller un peu derrière pour en Mhm. trouver un autre, c'est bien. Mais c'est vrai que quand j'ai fait beaucoup de routes, des fois, hop, je regarde juste l'application et je me pose pour Ouais. dormir. Mhm. On va pas chercher midi 14 heures. Des fois, quand c'est vraiment sur plusieurs jours, je suis pas difficile, je peux dormir sur un parking de supermarché. Je m'en fiche complètement, en fait, du moment que je suis stationnée. Mhm. Je cherche pas toujours le spot idéal, mais de manière générale, ouais, j'ai oublié ta question. C'est comment tu gères cette notion du stationnement? Comment je gère cette notion du stationnement? En C'est vrai plus, que ça peut être vu comme un frein, hein. Parfois, les personnes qui oui, connaissent assez peu ce mode de vie ont cette appréhension de se dire mais comment je vais réussir à me stationner? Est-ce que je vais galérer 2 heures? ouais, Est-ce je comprends. que je suis en sécurité, hein? Il y a Ouais, beaucoup de questions en fait oui, autour du stationnement qui ont souvent lieu avant de voyager. Après, on se rend compte quand on voyage que il y a différentes manières et il y a plein de trucs super qu'on peut trouver que c'est pas si compliqué. mm, Mais c'est pour ça que souvent on pose la question parce que voilà, tout le monde oui, a oui. ses trucs. Alors, l'avantage, c'est que j'ai un berlingot. Mhm. Donc, je suis pas sur un véhicule qui est compliqué pour se Ça arrive garer. déjà. On est déjà sur un format qui passe partout. Et en plus, j'ai de la chance parce que comme il est jaune, tout le monde me prend pour la poste en plus. Donc, en fait, des fois, Il je me me laisse gare sur m'installer. sur des endroits qui sont pas hyper autorisés des fois. Et en fait, tout le monde pense que je viens déposer du courrier. Donc, je suis pas embêtée. Ah, on n'avait pas pensé au truc. Si vous voulez être tranquille pour vous stationner, prenez un berlingot. Et non, mais en plus, on rigole, mais ça m'est arrivé une fois, je me suis stationnée sur un grand parking de piscine. Mhm. Je sais plus c'était dans quelle région. Et en fait, il y a une dame qui m'a toqué à la vitre pour me demander si j'avais pas du courrier, justement. Et je lui ai dit absolument pas, je Je ne viens suis pas à prendre la ma douche, poste. en fait. C'était, ouais. Et plusieurs fois, on m'a arrêté pour me demander si justement je déposais pas du courrier. Donc, ouais, c'était assez rigolo pour ça. Donc, j'ai pas de problème pour me stationner parce que vraiment, j'ai un véhicule qui est un véhicule classique, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas la problématique de hauteur, j'ai pas la problématique de tout ça. Je dirais. La seule problématique que j'ai, moi, c'est mon chien, parce que j'ai pas un chien hyper social. Donc, en fait, je peux pas me mettre à proximité de plein de gens parce qu'il a tendance à aboyer ou à vouloir défendre un peu son bout de terrain dès qu'on s'installe quelque part. Donc, j'essaie de trouver des zones où je suis plutôt tranquille. Et après, on m'a souvent posé la question, parce que moi, je voyage toute seule. Mhm. Et est-ce que j'avais peur? Est-ce que j'avais... Non, je pense que j'ai pas un instinct de survie très développé, je pense, et du coup, j'ai pas beaucoup. Il y a un chien de 30 Et kilos, j'ai du coup, un chien de 30 kilos Ouais. qui fait le job pour moi, donc j'avoue Ouais. que j'ai pas vraiment d'appréhension toute Mhm. seule sur peu importe où je me stationne. Et puis, je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui sont en van le disent, c'est vraiment, je fonctionne à l'instinct. C'est-à-dire que tu arrives sur un endroit, si ça respire pas un truc où tu te sens pas bien, tu redémarres et tu vas ailleurs, et puis c'est tout, quoi. Moi, je me pose pas 36 000 questions quand c'est comme ça. Si je le sens pas, je m'en vais. Mais non, j'ai toujours eu des spots, je touche du bois. Des spots bien. Le spot bien, bon, on m'embête pas, où je suis tranquille. Ouais, non, ça va.
Et on entend aussi souvent parler d'une vraie communauté aussi, des van-lifers. Mmh. Est-ce que du coup aussi, ça te permet de rencontrer des gens? Tu as fait des belles rencontres? Tu suis parfois d'autres personnes comme ça pendant quelques jours? Ouais, 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 ça m'est arrivé. Bon et puis moi je suis bavarde en plus donc c'est pas difficile de socialiser. Hem, alors, après ça dépend. Il y a des spots où je suis toute seule, notamment hors saison. Par contre, dès que le printemps arrive, c'est vrai que je commence Ouais, à il y a avoir du un peu de monde. compagnie et ça me déplaît pas. Non, c'est vraiment chouette, et moi j'ai organisé du coup dans le sud de la France plutôt un événement. J'avais envie de rassembler des gens autour de cette thématique du voyage durable et cetera et j'ai invité des gens qui voyagent en van, à venir exposer Mmh. et notamment Jen que tu avais reçue Ouais, OK. ici. Enfin j'en ai reçu d'autres et c'est devenu vraiment des gens avec qui j'ai gardé des liens au fur et à mesure. Et c'est ça que j'aime bien avec le côté, je disais, être implanté quelque part, c'est de pouvoir quand même avoir des liens qui vont être durables dans le temps. Parce qu'en voyage, j'adore les rencontres que je fais, mais l'année où j'avais beaucoup vadrouillé sur le territoire, j'ai fait des rencontres et c'était super intense, c'était super chouette. Mais en fait, après, tu te perds de vue. Et c'est vrai que ce côté-là, moi, au bout d'un moment, ça me fatiguait de toujours devoir raconter qui je suis, d'où je viens, où je Mmh. vais, etc. Et je m'étais dit, bah, c'est bien d'avoir quand même un terreau de personnes quand même Mmh. avec qui tu entretiens des liens régulièrement et avec qui tu as pas besoin à chaque fois que tu te rencontres de raconter ton parcours, parce que le mien il est long en plus, alors du coup j'essaie de chaque fois de faire concis, et à chaque personne que je rencontrais, le discours il raccourcissait au fur et à mesure, parce que j'avais plus Ouais, envie en fait tu vas de à l'essentiel raconter, aussi. je veux aller à l'essentiel, Mmh. ouais exactement. Donc en général, même quand je rencontre des gens, je leur pose pas 36 000 questions sur leur voyage, sur tout ça, c'est juste qui es-tu? Qui es-tu? Que vis-tu? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'anime? Et je veux plus trop rentrer dans tout ce détail de périple et tout ça, parce que Mmh mh. c'est long, c'est long. Ouais et puis après voilà, s'il y a des gens avec qui ça match, tu sais que tu les revois et là tu peux un peu plus, Oui, voilà, ouais. creuser ça mais C'est ça, ouais, ouais, exactement. tu évoquais tout à l'heure les difficultés qu'on peut avoir auprès des communes quand on cherche, voilà, des habitats, alternatifs, des habitats légers. Mmh. Voilà, est-ce que toi, voilà, tu as eu ces difficultés? Qu'est-ce que tu essaies de faire, pour faire avancer, la cause? Mmh. Alors le 1er terrain où je me suis implantée, c'était un terrain constructible et sur le PLU, donc c'est le plan local Mmh mh. d'urbanisme, j'ai dû faire une demande de travaux parce que ça faisait moins de 20 m², donc c'était pas un permis de construire. Sauf que finalement, quand ils se sont rendus compte que c'était un habitat, ils m'ont demandé les mêmes pièces Mmh. que si c'était, une OK. habitation, donc on a rempli tout ça. Mais dans mon PLU, c'était marqué «Interdit à l'habitat léger» et la tiny house, elle est un peu dans un flou juridique, c'est-à-dire qu'elle est pas considérée vraiment comme un habitat traditionnel. C'est pas un mobil-home non plus Mmh. parce que c'est une vraie petite maison, Ouais. mais du coup, elle rentre quand même dans cette catégorie-là et c'est vrai que du coup, c'est pas super évident. Le 2e terrain où j'ai été, c'était plus facile parce que c'était un parc résidentiel de loisirs et donc là, c'était uniquement autorisé à l'habitat léger. Donc là, c'était, voilà, full Là, ça détente, rentrait dans les voilà, ça conditions, rentrait dans les clous, c'était même la construction Mmh traditionnelle qui mh. était prohibée, donc voilà, c'était nickel et voilà, ça, c'est les 2 terrains où j'ai été. Mais c'est vrai que sur, les communes, en fait, il y a plein de gens qui veulent construire des tiny house ou vivre en tiny house ou en yourte ou peu importe, un habitat un peu différent et qui n'arrivent pas, en fait, parce que les communes, en fait, sont assez réfractaires et souvent, en fait, on est assimilé à de la cabanisation, en fait, Mmh. à tout ce qui va être un peu, comme on peut voir sur certains grands terrains avec une concentration de gens, avec des habitats un peu faits de briques et de broc et des tôles et tout, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur, un autre style d'habitat. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, je fais partie d'une association qui est basée dans les Côtes-d'Armor qui s'appelle Hameaux Légers et Mmh. qui accompagne les communes justement à la mise en place d'écoquartiers composés d'habitats réversibles. Et avec cette, association, en fait, il y a de plus en plus de communes qui font appel à eux pour implanter des projets. Donc ça, c'est déjà chouette. Et moi, dans le sud de la France, ce que je fais, c'est que je fais de la sensibilisation autour de ça. Donc j'essaie de même sur les réseaux sociaux, tu vois, j'essaye un peu de vulgariser la Mmh. thématique, de la démystifier un peu, en fait, d'enlever un peu tout l'imaginaire qui gravite autour de ce mode de vie-là, parce que souvent, on est un peu, enfin, ouais, il y a un peu des clichés qui gravitent autour de ce mode de vie et moi, je suis un peu là pour les les casser, quoi. Et du coup, je fais aussi de l'événementiel. Donc là, cette année, j'avais organisé un salon sur construire et habiter autrement, donc avec des exposants qui avaient des matériaux durables, des exposants de tiny house et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était un événement qui était pas, auquel on s'attendait pas trop dans le sud Mmh. de la France, encore moins au Cap d'Agde, qui est Mmh pas mh. forcément une commune, qu'on connaît pour ça. Donc ouais, en fait, j'essaie de vraiment implanter l'idée que l'habitat réversible peut cohabiter dans une commune urbaine, périurbaine. Parce que Mmh. souvent, on voit des projets d'écolieux qui Mmh. naissent, mais qui sont vraiment dans des campagnes, un peu dans des bourgs, isolés
Et du coup, j'ai l'impression que c'est génial, c'est des super projets, mais ça reste dans l'imaginaire de certaines personnes, comme si c'était que de l'alternatif et justement que c'était réservé à la campagne. Et moi, j'ai envie de ramener un peu ça dans le territoire urbain. Donc, c'est ce que je fais pour l'habitat réversible. Donc voilà, beaucoup de pédagogie, de sensibilisation. Oui, exactement, ouais. Et ça rejoint de toute façon aussi des choses qu'on voit avec le camping-car en général. Hein. C'est aussi l'acceptation qu'il peut y avoir par certaines communes, à vraiment voir ça aussi comme de l'habitat ou du tourisme tout simplement, et Bien des gens sûr, qui ouais. viennent et qui profitent, qui consomment aussi. Enfin, il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire, que ce soit là c'est sur, ça, ouais. voilà, sur le stationnement, mais aussi sur la construction. Ça fait écho et voilà, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui font cette pédagogie et, voilà, et qui montrent que voilà, il y a différents modes de voyage qui existent, différents modes d'habitation qui C'est existent. ça, Et il y a de tout. il y a la place pour tous. Oui. Et le projet que j'ai justement sur la commune où je suis, c'est justement d'avoir un endroit où ça pourra servir de vitrine pédagogique sur l'habitat léger, justement, avec... je lance une campagne de crowdfunding dans les jours qui viennent pour récupérer du coup une tiny house, l'implanter dans le sud de la France et de pouvoir de temps en temps faire des portes ouvertes, pouvoir accueillir des conférences, de pouvoir accueillir des ciné-débats, etc. pour justement en fait que ça évolue dans l'imaginaire un peu collectif et que ce soit de plus en plus simple en fait de faire accepter ce mode d'habitat en fait sur les communes, quoi, tout simplement. Mais écoute, on renseignera, on continuera à prendre des nouvelles de ton projet. Mais oui, avec plaisir, avec plaisir. D'ailleurs, on peut te retrouver surtout sur Instagram, je crois. Instagram, Facebook, j'ai pas TikTok, j'ai vraiment fait un blocage là-dessus, j'arrive pas à y aller, donc ne me cherchez pas sur TikTok, je n'y suis pas. Tu peux peut-être dire du coup sur quel compte on peut te suivre. Oui, alors sur le compte Instagram, les pieds nus 34. D'accord. Même si je suis pas toujours dans le 34, mais en tout cas... Et du coup, là, on pourra en savoir plus sur voilà, tes projets, comment tu fais avancer cette partie sur la construction et puis tes voyages dans ton berlingot et les aussi. petites vadrouilles, exactement. Que tu sais là, c'est quoi tes prochaines étapes, prochains voyages, peut-être des choses déjà de planifier ou tu ne vis pas trop planifié? Alors, je vis pas trop planifié, mais j'ai quand même quelque chose de prévu. Justement, je vais partir en saison pendant 6 mois à Saint-Tropez, là. Donc voilà, je vais être là-bas pendant 6 mois pour travailler justement dans une crèche. Et puis comme ça, je vais pouvoir explorer tout le territoire autour de Saint-Tropez. toutes les petites criques, les calanques, enfin voilà, de pouvoir un petit peu explorer le Var et la Provence. Voilà. Super. Oui, au soleil. C'est vrai que là, on n'est pas gâtés en ce moment, mais... C'est pour ça que j'ai une voiture jaune. Il y a toujours un peu de soleil. Il y a toujours du soleil. Sam, merci beaucoup d'être venu nous voir et de passer par le studio Hippocampe pour témoigner dans Roue Libre. Alors, si vous aussi, vous souhaitez faire part de vos témoignages, de vos voyages, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous poster aussi en commentaire si vous avez des questions par rapport au voyage ou autre. On y répondra, des idées aussi de thématiques pour des futures émissions. Au revoir et bon voyage. Et puis, Sam, à la prochaine. À la prochaine.